Doctorante, chère doctorant, chers collègues, merci de votre présence, cher Mathieu, cher Cyril, j'en oublie sûrement, cher Julien et évidemment cher Florent. Votre présence est évidemment très importante et vous le savez pour nos doctorantes et nos doctorants. Chère Laurence, bravo pour l'organisation de ce nouveau colloque des doctorantes et des doctorants. Je me souviens que l'an dernier, ça avait été très réussi, vraiment. Moi, j'avais beaucoup apprécié. Je n'avais pas pu rester toute la journée, et ça va être encore pire cette année, je vous prie de m'en excuser. Mais j'étais resté la matinée, et franchement, c'était passionnant. Le thème d'aujourd'hui est également tout à fait, évidemment, d'actualité et passionnant. Lisons assez tôt le matin Le Monde. Vous savez qu'avec Fouad Dazi, mon ami, on fait une sorte de 24, mais tous les jours. C'est-à-dire qu'on se donne le relais. Lui, il veille jusqu'à 3h30, 4h du matin. Et puis ensuite, je prends le relais pour les bourses asiatiques, bien sûr. Je lisais donc que les conseillers de Valérie Pécresse lui disaient que c'était le moment de prendre tous les risques. C'est sûr que le climat de sa rencontre avec M. Zemmour risque là aussi de peut-être se dégrader, comme le climat de notre planète. En tout cas, excellente initiative. Je crois savoir, puisque j'ai repris les quelques mails qui m'avaient été envoyés, que vous étiez parti d'une conception très globale du risque, qui est très intéressante, évidemment. Il n'y a pas que le risque climatique, mais à la rencontre avec le droit, il y a des meilleurs spécialistes que moi de ces questions, bien sûr, le risque constitutionnel, le risque de crise politique, le risque quand on prend, cher Julien, une décision administrative, par exemple, le risque en droit civil, en droit pénal, bref, on peut décliner cette idée ou cette notion sans aller jusqu'au risque terroriste ou de guerre qui malheureusement fait notre actualité, ou au risque parfois dans les prisons françaises qui permet une certaine gradation entre les indépendantistes corses et les djihadistes. Deux risques différents. Aujourd'hui, donc, vous vous centrez, et je crois que c'est un très bon choix, sur le risque climatique en ouvrant votre colloque à des doctorants que je salue, d'autres universités, en particulier de la proche banlieue d'Orléans qu'est la banlieue parisienne, et plus globalement l'Île-de-France, ils sont très bien venus, évidemment. Et vous allez donc toute la journée évoquer comment le droit peut s'adapter aux différents types de risques. Ici, à Orléans, on a une sensibilité particulière au risque. Bien sûr, on n'est pas les seuls à l'Université d'Orléans à s'en occuper, mais étant donné qu'en 1960, l'université a été refondée avec une idée de lien très étroit avec les organismes de recherche, et en particulier trois, mais j'allais dire deux et demi. L'INRAE, mais qui est à cheval entre Orléans et Tours, et surtout le CNRS, bien sûr, qui n'est pas présent qu'à Orléans, et le BRGM, qui travaille particulièrement sur les risques, travaillant sur le sol, la terre, et puis il y a également un observatoire des sciences de l'univers. La notion de risque est très présente dans les recherches de nos collègues scientifiques, et souvent en droit, en économie. Donc ici, en DEG, nous pouvons être associés, et de plus en plus, je crois, à ce type de recherche, puisqu'il y a évidemment une dimension toujours juridique, économique et de management, à cette gestion du risque. Je donne un seul exemple récent. La semaine dernière, j'étais, j'allais dire, à Thélème, pas l'abbaye chère à François Rabelais, mais l'assurance. Donc à Chessy, siège national, 500 000 sociétaires, plus d'1 million de contrats, et pour une initiative de recherche portée par notre collègue Denisa Banoulescu, excellente collègue maître de conférence en économie, et pour une sorte de chaire, si vous voulez, d'entreprise avec Thélème. Et je pense, et je le dis, mais Florent le sait très bien, et je sais qu'il a ça en tête, je l'ai dit aussi à notre amie Géraldine Goffo, je suis persuadé que le CRJ Potier a tous les atouts également pour, je pense par exemple au droit des affaires, bien sûr, mais pas seulement, pour obtenir ce type de financement. Alors, ce n'est pas que idéologiquement je sois fanatique des financements publics-privés, surtout pour les PPP, c'est un autre type de risque, là, financier. Mais en revanche, pour les chaires, je pense que
vu la grande misère des universités françaises, et je ne suis pas sûr que le prochain quinquennat nous procure ni un roussellement ni un ruissellement, je pense que ce sont des perspectives tout de même très intéressantes pour nos laboratoires, dont les budgets sont notoirement, surtout en SHS, en sciences humaines et sociales, très insuffisants pour mener des projets ambitieux. On le fait quand même, mais en comptant, je sais que vous savez sans doute qu'avec Florent, là, et Foi des Désirs, on a monté plusieurs colloques, etc. Vous en montez d'autres. On est toujours à compter 4 francs 6 sous. Bon, c'est notre lot en SHS, mais bon, bien sûr, les appels à projets régionaux, nationaux, européens, les financements de chaires par les entreprises peuvent être un élément de solution, en tout cas. Ici à Orléans, effectivement, on a cette sensibilité. Je pense à quelqu'un qu'on a revu récemment à Bourges, Laurent Néret, qui avait fait sa thèse il y a quelques années avec notre amie Catherine Thivierge, et qui a été l'un des premiers à faire vraiment une thèse très très pionnière sur le droit de l'environnement. Et je pense d'ailleurs, vu ce que Laurent Fabius a porté par ailleurs, président du Conseil constitutionnel, que le sujet de sa thèse n'a pas été sans lien avec son recrutement au Conseil constitutionnel, et qui honore bien sûr notre faculté et le laboratoire CRJ Potier. Oui, il était déjà au CRJ, enfin, c'était pas la même configuration du laboratoire, mais il était déjà doctorant au laboratoire Potier. Et puis, en matière de risque, nous sommes dans un amphithéâtre. J'ai dit à nos amis doctorantes qui ont organisé le colloque que le choix de l'amphi était très bon aussi, puisque Simone Weil, c'est quelqu'un qui a connu, alors pas forcément le risque climatique, bien sûr, on en parlait beaucoup moins, mais le risque, la prise de risque dans sa vie, à tout moment, d'abord en participant, à des activités de résistance à Nice, et puis en étant déporté, et puis la vie, c'est le risque. Alors, paradoxe peut-être, puis en prenant des risques politiques et personnels, pour ceux qui ont déjà ou qui ont revu sur les archives INA, par exemple, les débats de 75 sur la loi d'interruption volontaire de grossesse, autorisant l'interruption volontaire de grossesse, voit ce que c'est qu'une prise de risque et qu'un courage physique. Elle a été très proche, amie, pas simplement politique, de Jacques Chirac, et paradoxe, si j'ose dire, pour notre sujet d'aujourd'hui, Jacques Chirac, c'est celui qui incarne le principe de précaution, qui est un peu le contraire de la prise de risque, et qui pose, pour en discuter, comme vous, j'imagine, avec des scientifiques de sciences dures, ou de biologie, ou de... Bon, un certain problème pour nos scientifiques, pour nos chercheurs, en sciences fondamentales ou en sciences, en SVT, disons, en biologie en particulier, ou en médecine, par rapport à l'Angleterre, par exemple. On a pris un certain retard, aux États-Unis, du fait de ce principe de précaution qui pose des questions éthiques. On a tous, je sais que Cyril travaille beaucoup sur ces questions, par exemple, mais qui peut devenir invalidant pour innover. Ça, c'est une vraie question, et je pense que vous allez évidemment vous la poser aujourd'hui. Ce principe peut être un obstacle au progrès, si le mot progrès peut encore être employé ici. Alors, vraiment, bravo pour votre initiative, bravo à tous les participants. Merci à Florent, parce que je sais qu'avec Géraldine, donc à la direction du laboratoire, ils soutiennent beaucoup toutes les initiatives et des doctorants. Ils ont parfaitement raison. Un laboratoire, c'est bien sûr des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des personnels administratifs. C'est aussi, et avant tout pour l'avenir, des doctorants qui arrivent au bout de leur thèse, qui soutiennent, qu'on essaye de recruter après, ou de recruter globalement, je veux dire, dans l'université française, pas forcément en matière locale. Donc bravo à tout cela, et encore toutes mes excuses pour ne pas rester avec vous. Moi, je vais prendre mon risque tout à l'heure, puisque je suis auditionné, non pas au titre de mes fonctions de directeur de cette UFR, mais comme premier vice-président du Conseil économique et social et environnemental, on rejoint l'aspect climatique, de la région Centre-Val de Loire, puisque vous savez peut-être que j'exerce cette fonction de vice-président santé, aménagement du territoire et solidarité. Et il y a une mission de l'IGAS qui est actuellement dans nos murs pour décider si nous allons avoir une faculté de médecine ou non.
Le Premier ministre a pris la décision, mais pas les modalités précises entre une antenne de Tours et une faculté de médecine. Donc, bien entendu, au nom de la région, je serai totalement impartial en faveur de notre université d'Orléans. Et je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite d'excellents travaux. Merci beaucoup. Et... Merci, monsieur le doyen, merci, cher Pierre, mesdames, messieurs, chers collègues, chers doctorants. Je suis évidemment à mon tour extrêmement heureux, extrêmement honoré d'introduire ce colloque des doctorants du CRJ Potier consacré à la question des risques climatiques. Un colloque qui témoigne une nouvelle fois, tu l'as rappelé Pierre tout à l'heure, de la vitalité de la jeune recherche au sein à la fois de notre laboratoire, de notre établissement et de notre composante. Évidemment, il faut naturellement s'en féliciter. Alors, ce colloque, chers doctorants, vous en avez choisi pour sujet un thème ô combien fédérateur, peut-être même l'un des plus fédérateurs qui soit, tant il est finalement au cœur des préoccupations aujourd'hui de la société civile, de la communauté internationale, des pouvoirs publics évidemment. Ce thème, c'est celui des risques climatiques. Des risques climatiques qui apparaissent aujourd'hui au premier plan parmi les risques naturels. Des risques naturels qui évidemment ne sont pas, on le sait, eux-mêmes sans lien avec les questions climatiques. Alors évidemment, lorsque l'on évoque un tel sujet, on pense immanquablement à une question évidemment qui est aujourd'hui absolument incontournable depuis maintenant un certain nombre d'années et même de décennies. Cette question, c'est celle bien sûr du réchauffement climatique, une question à laquelle la science et le droit évidemment tentent d'apporter des réponses, dont la science et le droit en tout cas se sont pleinement emparés depuis un certain nombre d'années. Alors, si l'on se réfère au droit, évidemment, la journée qui va s'ouvrir dans un instant est là pour développer de manière beaucoup plus détaillée ces questions-là. Mais si l'on se réfère au droit, on peut constater déjà que cette question, elle a généré depuis un certain nombre d'années déjà un renforcement de nos dispositifs juridiques de protection à tous les niveaux, au niveau international comme au niveau régional, au niveau national, au niveau local. Et s'agissant du niveau international, on peut par exemple citer la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui avait été signée à New York le 9 mai 1992 et qui donne lieu, on le sait, chaque année à une conférence des parties ou COP. Évidemment, on a tous à l'esprit l'accord de Paris de 2015 sur le climat issu de la conférence de Paris dite COP 21 de 2015. Alors, cette même lutte, elle passe aussi au niveau national par un certain nombre de dispositifs, évidemment, que je ne vais pas développer, des dispositifs qui préservent, par exemple, la qualité de l'air. Et aujourd'hui, je crois que ça mérite d'être souligné, cet objectif-là de préservation contre le réchauffement climatique et des risques liés au climat. Cet objectif s'affiche finalement dans les intitulés même des textes qui sont adoptés, y compris notamment les textes votés par le Parlement. Alors j'en veux pour preuve un exemple assez récent avec la loi 2021-1104 du 22 août 2021, je cite son titre, « Portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets », titre un peu emphatique, mais qui montre évidemment la volonté du législateur sur ces questions-là. Cette loi extrêmement obèse, puisqu'on y retrouve notamment un article 279 qui institue le délit d'écocide. Cette loi est donc une bonne illustration, par son intitulé même, de cette volonté clairement affichée des pouvoirs publics. Alors cet impératif, il pourrait demain peut-être s'inscrire également dans notre édifice constitutionnel, si finalement l'on venait à réviser, modifier notre loi fondamentale pour y inscrire ces préoccupations environnementales, comme cela est envisagé au plus haut niveau de l'État depuis maintenant quelques mois, avec en particulier un projet dont vous avez sans doute entendu parler, qui consisterait à amender notre article 1er de la Constitution de 1958 pour y rajouter cette phrase « Elle, la France, garantit la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique ». Donc cette formule forte pourrait peut-être demain être inscrite dans l'article 1er de notre Constitution. Et puis, cette volonté politique, qui est clairement affichée sur ce sujet, elle a aussi généré, depuis un certain nombre d'années et même de décennies,
un certain nombre d'adaptations au plan institutionnel, et ce, y compris au plus haut niveau de l'État. Alors, par exemple, et là je ne cite que quelques illustrations ici de cette question, on pourrait par exemple mentionner la mise en place de la Direction générale de l'énergie et du climat, rattachée au ministère de l'écologie. On pourrait citer aussi la création, à la suite de la loi du 8 novembre 2019, du Haut Conseil pour le climat, qui est un organisme indépendant placé auprès du Premier ministre. Et puis, c'est quand même un signe, finalement, et quelque chose qui est dans l'air du temps, les revendications liées au changement climatique, auxquelles aujourd'hui, évidemment, personne ne peut se sentir étranger, apparaissent même, désormais, comme un objet de revendication et de lutte, des revendications et des luttes qui, même aujourd'hui, s'étendent désormais au prétoire des juridictions. Et évidemment, aujourd'hui, on ne peut évidemment rester silencieux à cet égard, car nous sommes rentrés, sans aucun doute, dans l'ère des grands procès climatiques, à l'étranger naturellement, mais également en France, avec les premières condamnations des États, les premières condamnations des grandes entreprises aux activités polluantes. Alors on peut citer parmi toute une floraison de décisions, notamment l'arrêt de la Cour suprême des Pays-Bas du 20 décembre 2019 Ouganda, l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale allemande du 24 mars 2021, l'affaire de la Grande Sainte qui a donné lieu à un arrêt du Conseil d'État du 1er juillet 2021 et évidemment la fameuse affaire du siècle qui a donné lieu à 2 jugements du tribunal administratif de Paris des 3 février et 14 octobre 2021 qui reconnaissent la carence fautive de l'État français dans la lutte contre le réchauffement climatique et qui enjoignent même à l'État français de réparer le préjudice écologique. Alors sur ce point, on peut dire que le mouvement est clairement en marche et l'on peine à imaginer que ce mouvement puisse être réversible malgré les gesticulations il y a quelque temps d'un ancien président américain. Et il y a sur ce point un principe qu'il faut peut-être rappeler, c'est un beau principe, c'est le principe de non-régression en matière environnementale, un principe important, même s'il n'a pas reçu l'onction constitutionnelle qu'il méritait peut-être, et qu'il est donc garanti essentiellement aujourd'hui en France à un niveau législatif, un principe qui clairement pose un verrou qui interdit tout retour en arrière en matière de préservation de l'environnement. Et puis un autre principe peut-être qui mérite ici d'être évoqué, c'est le principe d'intégration. Principe d'intégration qui découle du droit international, du droit communautaire, qui n'a pas été consacré en tant que tel en droit français, mais dont le droit français donne des manifestations et des applications. Un principe d'intégration qui, aujourd'hui, conduit à inscrire véritablement la préservation de l'environnement au cœur d'un certain nombre de politiques publiques. Je pense évidemment aux questions d'urbanisme, je pense aux questions de transport, je pense à la politique énergétique, notamment, évidemment, la liste n'est pas complète. Dans tous les cas, la réponse apportée par le droit à la question climatique constitue incontestablement un très bel objet d'étude, d'échange, de réflexion, un objet d'étude évidemment que ces très brèves remarques ici ne font qu'introduire. Et le riche programme qui s'annonce s'avère à cet égard extrêmement prometteur et il me conduit naturellement à féliciter l'ensemble des doctorants d'Orléans bien sûr, mais également d'ailleurs, qui sont venus justement participer à cette belle manifestation, les féliciter pour leur engagement dans ce projet et évidemment, plus particulièrement, je ferai un focus sur les doctorants du CRJ Potier qui naturellement sont à l'origine de cette manifestation et qui ont œuvré à sa réussite et je leur renouvelle évidemment mes félicitations et mes remerciements appuyés en ma qualité de directeur du Centre de recherche juridique Potier. Je vous souhaite naturellement à tous, à toutes, une très belle journée d'échange et de travaux, à laquelle malheureusement moi-même je ne pourrai pas assister parce que je serai pris par d'autres contraintes professionnelles, mais évidemment j'aurai plaisir tout à l'heure à vous retrouver et je ne doute pas que ces travaux seront extrêmement féconds. Merci beaucoup.